Bonjour à tous, je m'appelle Marcus, je suis tuteur d'anatomie au tutorat santé de Bordeaux. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo sur les 12 nerfs crâniens avec quelques moyens mnémotechniques pour être capable de les apprendre facilement. Alors, ce qu'il faut retenir en premier, c'est que les 12 nerfs crâniens appartiennent au système nerveux périphérique somatique, c'est-à-dire sur lequel on peut avoir une action volontaire. Bien sûr, certains nerfs auront un contingent végétatif, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Alors, l'origine apparente de ces 12 nerfs crâniens, c'est le tronc cérébral. Là, on est sur une vue de face, vue antérieure. On peut retenir de manière simple que les nerfs 2, 3 et 4 proviennent de la partie supérieure du tronc cérébral, c'est le mésencéphale. Les nerfs 5, 6, 7 et 8 proviennent plutôt du pont, tandis que les nerfs 9, 10, 11 et 12 proviennent de la moelle allongée, également appelée le bulbe. Si je me mets dans la position de l'œil, là, juste ici, on va faire une vue latérale gauche et on peut retrouver cette notion. Du mésencéphale proviennent les nerfs 2, 3, 4, du pont les 5, 6, 7, 8 et de la moelle allongée ou du bulbe les nerfs 9, 10, 11 et 12. Ça, c'est l'origine apparente des nerfs crâniens qui sont donc au niveau du tronc cérébral. L'origine réelle, c'est-à-dire l'endroit où se situe le corps cellulaire, les noyaux des neurones des nerfs crâniens, cette origine réelle se situe au niveau du plancher du quatrième ventricule. C'est ce qui est représenté par le rond ici, origine réelle, sur le plancher du quatrième ventricule. Alors maintenant, on va voir un moyen mémotechnique pour être capable de les retenir facilement. Il faut être capable à la fois de trouver le bon numéro du nerf et associer au bon numéro le bon nerf. Donc, le moyen mémotechnique, c'est le suivant. Ô Oscar d'Occident, travaille tes triceps, tes abdos, tes fesses au WC et glisse vaguement ton accessoire et hip. Si on prend le début de chacun des mots, on retrouve le nom de chacun des nerfs. D'accord? Donc, O, c'est olfactif, Oscar, c'est le nerf optique, etc., etc. Pour faire les 12 nerfs crâniens. Ça, c'est le moyen technique pour être capable de les retenir dans l'ordre. D'accord? Il faut être capable d'associer le bon numéro au bon nerf. Il y a également un autre moyen technique qui nous permet de savoir si le nerf il est plutôt moteur, plutôt sensitif ou les deux. D'accord? Le moyen technique, c'est le suivant. She says money matters, but my brother says big boobs matter more. Donc si on prend la première lettre de chacun de ces mots, si c'est un S, le nerf sera sensitif. Si c'est un M, il sera moteur. Si c'est un B, il sera mixte. Mixte pour B parce que B égale both, qui veut dire les deux en anglais. D'accord? Donc ne pas confondre. M, c'est moteur, B, c'est mixte. Maintenant, on va détailler chacun de ces 12 nerfs crâniens. Le premier nerf crânien, c'est le nerf olfactif. Alors, à chaque fois, on a des paires de nerfs crâniens. D'accord? Il ne faut pas se formaliser si je dis nerf crânien, on parle toujours de paires de nerfs crâniens. Donc, le nerf 1, c'est le nerf olfactif, c'est le nerf responsable de l'odorat. C'est le nerf qui est le plus ancestral, à tel point qu'il va subir une involution ou bien une régression chez l'homme. C'est-à-dire que le nerf olfactif du reptile sera plus grand que celui du rat, qui sera beaucoup plus grand que celui de l'homme. Il va régresser au fil de l'évolution. Le nerf olfactif, il est considéré comme étant une expansion du tissu cérébral, et son trajet est le suivant. On a des filets nerveux au niveau de la muqueuse nasale, qui vont remonter au bulbe olfactif et passer à travers la lame criblée de l'ethmoïde, et ensuite rejoindre le lobe temporal. D'accord? On comprend au niveau de ce passage à l'ethmoïde, au niveau de la lame criblée de l'ethmoïde, on comprend que des forces de cisaillement peuvent être à l'origine d'une rupture de ces nerfs, ce qu'on appelle une anosmie, si jamais on a une fracture de la lame criblée qui induit un cisaillement des nerfs olfactifs. Le deuxième nerf, c'est le nerf optique. C'est le nerf responsable de la vision. Il faut retenir directement des choses qui sont très importantes pour le concours. Chacun des nerfs je vais reprendre sur celui-là. Donc le nerf optique, c'est le deuxième nerf crânien. C'est le nerf qui est responsable de la vision. Et il est divisé en plusieurs parties, en fonction de l'hémirétine que l'on considère. Ce qu'il faut retenir de manière assez simple, c'est que l'hémirétine temporale va voir le champ visuel qui est nasal. L'hémirétine nasale va voir le champ visuel temporal. On a toujours une inversion entre le champ visuel et la partie de la rétine qui va capter cette information visuelle. Ce qu'il faut retenir également, c'est que les fibres du nerf optique qui proviennent de l'hémirétine temporale vont directement rejoindre le tractus optique du même côté, tandis que les fibres des hémirétines nasales vont aller se croiser
au niveau du chiasma optique. D'accord? Ainsi, on va avoir au niveau d'un tractus optique des fibres qui proviennent à la fois d'un œil et à la fois de l'autre. D'accord? Donc bien retenir l'information, héméritine temporale se croise au chiasma, héméritine nasale, bien retenir l'information, héméritine nasale se croise au niveau du chiasma, héméritine temporale ne se croise pas. Ensuite, les tractus optiques vont faire un relais au niveau des corps genouillés latéraux et ensuite rejoindre le lobe occipital qui est le lobe de la vision. Le nerf optique, c'est la partie qui est représentée en violet, il passe par un foramen au niveau du sphénoïde, c'est le canal optique qui se situe au fond de la cavité de l'œil. Je vous l'ai représenté ici sur une vue en 3D. Donc, si on fait un zoom sur l'œil, on retire l'œil, on va avoir directement derrière le nerf optique qui passe à travers du sphénoïde. Et ce nerf optique va traverser le sphénoïde par le canal optique. C'est ce qui est représenté là par la souris. Voici l'origine, la sortie du nerf optique sur une vue à l'intérieur du crâne. On voit que ça rejoint une structure médiane, c'est le chiasma optique. Le reste des structures nerveuses ne sont pas représentées ici. Donc nerf optique égale canal optique. Le troisième nerf, c'est le nerf oculomoteur. On a également le quatrième qui est le nerf trochléaire et le cinquième qui est le nerf abducens. Ces trois nerfs, ils sont regroupés dans le groupe des nerfs oculomoteurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont être moteurs pour le globe oculaire. Le nerf, si on prend le nerf trochléaire en premier, celui-là, il va avoir un rôle, il va innerver un muscle qui s'appelle le muscle oblique supérieur. L'action du nerf sur le muscle oblique supérieur va induire un regard et va faire tourner l'œil en bas et en dedans. Ce qu'on appelle, c'est un regard pathétique. Et si on a une paralysie de ce nerf trochléaire, on le voit du fait du regard particulier, regard pathétique, que ont les personnes qui ont la paralysie du nerf trochléaire. On a également le nerf abducens, qui est le nerf 6, qui va innerver le muscle droit latéral et donc permettre l'abduction de l'œil, le regard en dehors. Ok. Enfin, le nerf oculomoteur, le troisième nerf crânien, va innerver tous les autres muscles oculomoteurs et également le muscle releveur de la paupière et va contrôler l'innervation végétative de l'iris. D'accord? Donc le myosis et la midriase. Donc voici représentés les différents muscles en fonction de leur innervation. Donc on voit que le nerf oculomoteur va innerver beaucoup de muscles oculomoteurs. Le trochléaire, c'est pour l'oblique supérieur. Et l'abducens, ici, c'est pour le droit latéral de l'œil. Ces trois nerfs oculomoteurs, le 3, le 4 et le 6, ils passent tous par un foramen, un orifice particulier qui est la fissure orbitaire supérieure. Entre les deux ailes du sphénoïde, c'est ce qui est représenté en bas en rouge. Donc les trois nerfs oculomoteurs qui passent par la fissure orbitaire supérieure. Enfin, on a le nerf trijumeau, c'est le cinquième nerf crânien. Ce nerf, il est responsable de la sensibilité de la face, de la mastication, et il a un rôle sur le voile du palais. L'origine réelle de ce nerf, c'est donc le plancher du quatrième ventricule, comme toutes les paires de nerfs crâniens, avec différents noyaux qui vont gérer différentes fonctions particulières. Le nerf trijumeau, je vous ai dit, il est responsable de la sensibilité faciale. Ce nerf, il se divise en trois parties. 5.1 qui est le nerf ophtalmique, 5.2 qui est le nerf maxillaire, 5.3 qui est le nerf mandibulaire. Et chacun de ces trois nerfs va être responsable de la sensibilité d'une partie spéciale de la face. C'est ce qui est représenté au niveau de l'image en bas à gauche de votre écran. L'importance des territoires sensitifs explique la gravité des névralgies, c'est-à-dire des compressions ou des irritations de ce nerf. Je vous ai dit que le nerf trijumeau, il avait trois parties. La partie 1, qui est le nerf ophtalmique, va être responsable de l'innervation. La partie 1, qui est le nerf La partie 1, qui est le nerf ophtalmique, va être responsable de la sensibilité de l'étage antérieur de la face. C'est ce qui est représenté ici en vert. Le nerf ophtalmique, responsable de la sensibilité de l'étage supérieur de la face, mais aussi de la sensibilité de la cornée. Celui-là, il va passer par la fissure orbitaire supérieure et ressortir au niveau du front par le foramen supraorbitaire, également considéré par le prof comme étant le foramen zygomatique. La deuxième branche du nerf maxillaire, 5.2, c'est la deuxième branche du nerf trijumeau, 5.2, c'est le nerf maxillaire. Celui-là, il est responsable de la sensibilité de l'étage moyen de la face, dont la muqueuse buccale. Il va sortir du sphénoïde à travers le foramen rond et ensuite sortir de l'os maxillaire au niveau
des foramènes maxillaires ici. On va le voir après. La troisième branche, c'est le nerf mandibulaire, sensibilité de l'étage inférieur de la face et des dents, passe par le foramen ovale. Donc foramen ovale au niveau du sphénoïde, il va rentrer au niveau de la branche montante de la mandibule par le foramen mandibulaire, et ensuite il va sortir de la mandibule par le foramen mentonnier, ici et là. Ce nerf, troisième branche du trijumeau, il est responsable de l'innervation des muscles masticateurs, mais également de la sensibilité des 2/3 de la langue. Donc, sur une vue latérale gauche, si j'enlève la voûte crânienne, si j'enlève le cerveau, si j'enlève le tronc cérébral, je tombe sur ce nerf trijumeau. Nerf trijumeau qui passe à travers le sphénoïde et qui possède 3 branches. La première branche, c'est la branche ophtalmique qui passe par la fissure orbitaire supérieure, c'est ce qui vous est représenté ici. La deuxième branche, c'est le nerf maxillaire qui passe par le foramen rond. Et ensuite, on a la troisième branche, nerf mandibulaire, qui passe par le foramen ovale. Si je le regarde de face, je vais pouvoir voir la sortie de ces nerfs. La fissure, le sphénoïde ici, la fissure orbitaire supérieure, par laquelle sort la première branche du trijumeau, qui passe par le foramen zygomatique en haut. Ça, c'est la deuxième branche du trijumeau, le nerf maxillaire, qui sort par les foramen infraorbitaires, qui est représenté ici. Et enfin, la troisième branche pénètre au niveau de la face médiale de la mandibule par le foramen mandibulaire, et il en ressortira par le foramen mentonnier de chaque côté. Le septième nerf crânien, c'est le nerf facial. Il est responsable de la motricité faciale et il va innerver les muscles de la mimique. Il est responsable de la sécrétion de plusieurs glandes, notamment la glande lacrymale, de part et d'autre de la cavité de l'œil, la glande submandibulaire et la glande sublinguale. Il est également responsable de l'innervation sensorielle, c'est-à-dire du goût. On a le trijumeau qui fait l'innervation sensitive. Le nerf facial fera l'innervation sensorielle, le goût, des 2/3 antérieurs de la langue, via une partie particulière de ce nerf qui est le nerf intermédiaire de Vriesberg. C'est le 7 bis, d'accord ? Ce nerf facial, il va traverser et diviser en deux la glande parotide qui se situe au niveau de la partie médiale, mais qui se situe médialement aux branches montantes de la mandibule. Une paralysie du nerf facial entraîne une paralysie de la moitié du visage qui correspond. Donc, paralysie du nerf facial gauche, c'est moitié du visage gauche qui est en paralysie. Et ce nerf facial, il va passer par le foramen stylomastoïdien au niveau de l'os temporal, entre le processus styloïde et le processus mastoïde. Le huitième nerf crânien, ou la huitième paire, à chaque fois c'est des paires de nerfs crâniens. La huitième paire de nerfs crâniens, c'est le nerf vestibulo-cochléaire. Il possède deux contingents. À la fois le nerf vestibulaire, qui va provenir de l'appareil vestibulaire, qui est responsable de l'équilibre, et également le nerf cochléaire, responsable de l'audition. D'accord ? Le nerf vestibulo-cochléaire, il va recevoir des informations qui proviennent de l'oreille interne, donc de la cochlée et de l'appareil vestibulaire. Il va sortir de l'oreille interne et du rocher de l'os temporal par le méa acoustique interne. Et ensuite, le contingent vestibulaire va faire relais au niveau de la moelle épinière et du cervelet, tandis que le contingent cochléaire va aller ensuite faire relais au niveau des corps géniculés latéraux du thalamus et ensuite être interprété au niveau de la circonvolution temporale supérieure. Le neuvième nerf crânien, c'est le nerf glossopharyngien. C'est un nerf qui est moteur pour le voile du palais. Le neuvième nerf crânien, c'est le nerf glossopharyngien. Il est moteur pour le voile du palais. Cela explique que lorsqu'il est paralysé, que lorsqu'on a une paralysie du nerf glossopharyngien, on peut avoir des fausses routes. Il est responsable de l'innervation sensitive du pharynx et du larynx, et responsable de l'innervation sensitive et sensorielle, donc le goût et le toucher, du tiers postérieur de la langue. Le nerf glossopharyngien produit ou est responsable des sécrétions de la glande parotide. Donc voici sur un petit schéma, donc c'est un nerf qui est vastement anastomosé au niveau de la région du pharynx et du larynx. Le nerf vague. Nerf vague, c'est le 10e nerf crânien, il est responsable de l'aphonation. C'est le nerf crânien qui est le plus long. Il possède une innervation motrice pour le larynx et le pharynx, et il est responsable de l'innervation sensitive et sensorielle du tiers postérieur de la langue, pareil que le nerf glossopharyngien à ce niveau-là. Le nerf vague possède un vaste contingent végétatif au niveau du thorax,
de l'abdomen, du cœur, etc. Le synonyme du nerf vague, c'est le Donc, le nerf vague possède un vaste contingent végétatif pour le cou, le thorax ou l'abdomen. Nerf vague, c'est également le synonyme du nerf pneumogastrique. La 11e paire de nerfs crâniens, c'est le nerf accessoire, responsable de l'innervation motrice du muscle sternocléido-mastoïdien et du trapèze. C'est le synonyme de nerf spinal. Il va s'anastomoser avec des nerfs provenant du plexus cervical de C1 à C4. Les 3 derniers nerfs que je vous ai présentés, le 9, le 10 et le 11, ils vont tous sortir de la boîte crânienne par le même foramen, c'est le foramen de la veine jugulaire interne. Sur une vue un petit peu antéro-inférieure à droite, là juste ici, on voit de où sortent les nerfs crâniens. Donc c'est le foramen de la veine jugulaire qui se situe un petit peu en avant et en haut du bord antérieur de l'os occipital. Foramen de la veine jugulaire interne qui est également visible sur une vue inférieure à gauche de votre écran. Le 12e nerf crânien et dernière paire de nerfs crâniens, c'est le nerf hypoglosse, qui est responsable de l'innervation motrice de l'hémilangue homolatérale. C'est-à-dire que le nerf hypoglosse gauche va aller innerver la moitié gauche de la langue. D'accord ? Innervation motrice de la langue. Ce nerf hypoglosse, il va passer par le canal hypoglosse au niveau de l'os occipital. C'est ce qui est représenté en bas en orange. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en bas de la vidéo. Ou si vous avez des idées de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci.